En plein cœur de la Méditerranée, au sud de la Sicile et à l'ouest de la Tunisie, se trouve un archipel convoité, tant pour sa beauté que son patrimoine. Malte, Gozo, Comino, des noms exotiques qui restent gravés à jamais dans l'esprit des visiteurs. Du sommet de ces falaises jusqu'aux profondeurs des abysses, l'archipel de Malte regorge de trésors cachés. Patrimoine de l'UNESCO, sanctuaire de biodiversité et plages paradisiaques forment la carte postale. En route pour un voyage haut en couleur dans l'archipel maltais. L'archipel de Malte est connu comme l'une des destinations incontournables des croisiéristes. Chaque matin, au lever du soleil, d'immenses paquebots s'engouffrent dans le port de La Valette, la capitale. Au milieu de ces mastodontes des mers, quelques passionnés défient le temps qui passe à coups de rame, à bord d'une embarcation traditionnelle, le Djaïssa. Pour Joseph, le président de l'association d'aviron, ce sport incarne les valeurs culturelles et humanistes du pays. La première fois que j'ai vu une régate comme celle-là, j'étais enfant. J'étais fasciné. Quand vous ramez, vous faites partie d'une équipe. Vous pouvez ressentir le pouvoir, l'énergie de chaque membre du groupe. À Malte, nous sommes très chanceux de ramer dans ce port magnifique, entouré de nature et d'histoire. Ces gondoles font partie du paysage. Historiquement, elles étaient utilisées pour transporter les passagers et leurs cargaisons entre le port et les grands navires. Aujourd'hui, les Djaïssa font office de bateaux-taxi. Le Louzou, un autre bateau maltais de plus grande taille, a su conserver son rôle d'origine et sert encore aujourd'hui pour la pêche. Fabrication ou entretien, la plupart de ces bateaux sont passés dans les mains d'Andrea. Son amour du bois, c'est une histoire de famille sur plusieurs générations. J'ai appris avec mon grand-père. J'ai commencé à 11 ans dans ce garage avec lui. Après l'école, je venais ici l'aider. J'ai grandi ici. C'est le patrimoine de Malte. On en fabrique uniquement ici. Leur conception remonte à plus de 500 ans. Quand les Anglais étaient là, ils s'en servaient pour transporter les équipages des navires. Au début du 19e siècle, les Anglais régissent l'archipel jusqu'à son indépendance en 1964. Cette influence britannique est encore perceptible au travers du langage. L'anglais est la seconde langue officielle du pays. Les fameuses cabines téléphoniques rouges implantées sur tout l'archipel symbolisent ce passé riche d'histoire et de culture. Aujourd'hui, ces vestiges d'un autre temps abritent des livres en libre service ou des défibrillateurs. Pour admirer l'une des autres marques les plus reconnaissables du paysage urbain de Malte, il faut lever la tête. Ces balcons typiques, appelés galeria, sont l'un des éléments architecturaux les plus emblématiques de l'archipel. Leur influence arabe, espagnole et sicilienne témoigne des différentes dominations de l'île au fil des époques. Mais les galeries ont surtout gagné en popularité au XVIIe siècle, sous l'influence du style baroque, très présent à cette période. Conçus pour protéger les habitants des fortes chaleurs, tout en offrant une bonne ventilation, ils permettent aussi d'observer la rue sans être vus. Ces balcons incarnaient le prestige social pour les familles aisées, qui les ornaient de sculptures et de boiseries raffinées. La colonisation de Malte fut d'abord le fait des Phéniciens, des Romains, des Arabes. Puis vint au Moyen-Âge l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean, dit des Hospitaliers, qui fonda le mythique ordre de Malte, toujours actif aujourd'hui. Cette communauté militaire et religieuse, originaire de Jérusalem,
a transformé l'archipel en une redoutable forteresse. On leur doit notamment la construction de La Valette, la capitale. Le plus célèbre édifice de cette époque est la cocathédrale Saint-Jean. Elle partage son titre avec une autre cathédrale de l'île. Sa façade en pierre calcaire est typique de l'architecture militaire de l'époque. L'austérité extérieure contraste avec son intérieur richement décoré. Fresques, marbres colorés et des dorures éclatantes sont autant de témoignages du pouvoir, de la richesse et de la dévotion des chevaliers de Saint-Jean. Les murs et plafonds sont ornés de magnifiques peintures réalisées par l'artiste Mattia Prete, également connu sous le surnom de Il Cavaliere Calabrese, en raison de ses origines de Calabre. Le sol est composé de plus de 400 pierres tombales en marbre. Elles sont incrustées des armoiries et des épitaphes des chevaliers défunts. Les chapelles latérales abondent d'œuvres impressionnantes. Chacune représente la langue d'une nation de l'ordre. Ici, la chapelle de la langue de France, dédiée à saint Paul, le saint patron de l'ordre de Malte. Là, la chapelle de la langue anglo-bavaroise, dédiée à saint Charles Borromée, un important réformateur de l'Église catholique. Le plus célèbre tableau de la cocathédrale est la décollation de Saint Jean-Baptiste, peint par le Caravage. Cet artiste majeur de l'époque baroque révolutionna l'art pictural avec son utilisation innovante du clair-obscur, caractérisé par des contrastes entre l'ombre et la lumière. Ce tableau monumental de plus de 15 mètres carrés est la seule œuvre que Michelangelo da Caravaggio signera durant toute sa carrière. À de nombreux endroits, une croix bien spécifique orne les murs. La croix de Malte était le symbole de l'ordre. Ses 8 pointes représentent les 8 langues et nations qui le composaient. Elles incarnent également les 8 béatitudes du Sermon sur la montagne du Nouveau Testament. Aujourd'hui, la croix de Malte est devenue un souvenir à ramener de l'archipel. De nombreux artisans locaux en ont fait leur spécialité, comme Kevin, un expert de l'art du filigrane. Une technique utilisant des fils de métal entrelacés pour créer des bijoux. La croix de Malte est intéressante à travailler. C'est très difficile. C'est surtout une question de symétrie et de précision. En filigrane, il faut beaucoup de discipline. Dans ma vie, j'ai couru de longues distances, du triathlon. Oui, il y a vraiment une similitude, c'est clair. Je fais des croix de Malte en filigrane parce que j'ai la garantie d'en vendre beaucoup. J'en fais beaucoup, mais je préfère faire des gros trucs, des grosses sculptures plus complexes. C'est une tension permanente. Je ne peux travailler que 3 ou 4 heures sur les gros morceaux, et puis je dois arrêter. Le crâne est très difficile à faire en filigrane car ce n'est pas symétrique, c'est organique. Donc c'était très difficile. Il m'a fallu 41 jours pour faire ce crâne. Il est composé de 138 pièces. Je suis fier quand je termine un projet difficile. Puis je passe au suivant. Mais bon, la fierté est une illusion. La croix de Malte et la cocathédrale ne sont pas les seuls héritages des chevaliers de Saint-Jean, encore visibles aujourd'hui. Dans le centre de La Valette, il ne faut surtout pas manquer la visite du palais des grands maîtres. Cet édifice, bâti au XVIe siècle, était la résidence officielle des grands maîtres de l'ordre. C'était également le lieu de pouvoir d'où l'on administrait l'île. Toutes les décisions importantes se prenaient ici.
Dans la salle des ambassadeurs, les nombreux portraits témoignent des relations qu'entretenait l'ordre avec les autres nations. Ici, Catherine II, reine et régente du royaume de Russie. Là, Louis XIV, roi de France. On trouve aussi de nombreux portraits des grands maîtres, comme ce tableau à l'effigie du bienheureux Gérard, fondateur de l'Ordre de Malte, qui demeure encore aujourd'hui une importante organisation humanitaire au rayonnement international. Ou encore celui d'Antonio Manuel de Vilhena, un noble portugais à la réputation populaire pour sa bienveillance et sa générosité de bâtisseur. Le palais est aussi réputé pour sa salle d'armes. Une collection qui impressionne tant par sa taille que par la qualité des pièces exposées. Certaines sont surprenantes, comme cette épée pistolet, ou ces poires à poudre finement décorées. Des pièces d'une rareté absolue résonnent d'authenticité, comme cette armure datant du siège infructueux de Malte par les Ottomans en 1565. En s'approchant de près, on distingue le trou d'une balle tirée en plein cœur. Sur celle-ci, c'est le nom du chevalier gravé dans le métal qui retient l'attention, le comte italien Pompeo Litabiumini. D'autres semblent tout droit sortis d'un défilé de mode, comme cette armure de 1704, portée par le duc de Marlborough, John Churchill, ancêtre de Winston. Elle fut spécialement conçue pour célébrer une importante victoire des Britanniques lors de la guerre de succession d'Espagne. Un peu partout dans l'archipel, l'histoire de Malte se confond avec celle de ses fortifications. À La Valette, le fort Saint-Elme est l'un des plus importants. Construit au XVIe siècle, il joua un rôle fondamental durant le siège de Malte par les Ottomans et servit de prison pendant l'occupation française par les troupes de Napoléon. Une domination de courte durée, puisqu'à peine 2 ans plus tard, les Britanniques les chasseront de Malte. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fort servit de base militaire. Aujourd'hui, il abrite le musée national de la guerre. À son extrémité, le brise-lames Saint-Elme fait face à celui de Ricasoli. Ces immenses digues servent à amortir la puissance des vagues venues du large et empêchent l'érosion des rives. En face de La Valette se trouvent les 3 cités, Cospicua, Sanglea et Birgou. Elles furent construites à l'époque médiévale sur les 3 péninsules qui abritent le grand port. Sanglea tire son nom du grand maître Claude de la Sangle qui a renforcé ses défenses. La ville est connue pour son point de vue spectaculaire depuis les jardins de Guardiola, dont le nom vient du mot maltais Guardia, qui signifie tour de garde. Depuis cette tour de guet emblématique, on scrutait l'horizon à la recherche de navires ennemis. Ces motifs illustrent le rôle crucial que jouait ce petit balcon dans la défense et la sécurité de Malte. L'oreille surveille l'activité des mouettes au large, signalant l'arrivée de bateaux. L'oiseau, figé sur une patte, reste toujours aux aguets. En dessous, sa devise en latin évoque le rôle protecteur de cette guérite. L'œil, lui, représente la vigilance permanente des militaires nichés dans le promontoire. Les jardins offrent une vue imprenable sur la cité de Cospicua et le fort Saint-Ange, situé dans la cité de Birgou. Les origines de cet édifice restent mystérieuses. La première trace écrite de son existence remonte au XIIIe siècle, lors de la domination sicilienne. À ses pieds, de chaque côté de la muraille, voiliers et yachts de luxe s'y amarrent à l'année. Chaque année, au mois d'octobre, après le coucher du soleil,
Birgou se part d'une robe de lumière, brillant de mille feux. Un peu partout dans les rues, une nuée de bougies illumine le centre-ville lors d'un festival haut en couleurs. Cet hommage aux méthodes historiques d'éclairage crée une atmosphère magique et féerique. Spectacles de reconstitution, marchés artisanal et concerts rythment les nuits de cette cité dont les origines remontent à l'Antiquité. L'événement que tout le monde attend, c'est le défilé du Jackson Spy Band. Ce pilier de la musique traditionnelle de l'île est né de l'union d'un fils d'Irlandais et d'une Maltaise. En famille, ils cultivent l'art du folklore local. Le zafzafa est constitué d'une structure en bois sur laquelle est tendue une membrane en peau de chat. Au centre de ce tambour à friction, un bâton entouré d'une éponge humide vient frotter la peau pour produire un son grave et rythmé. À côté, le carcacha donne le tempo, au travers d'un cliquetis à la sonorité très particulière. Au milieu des autres tambours, le zak, une cornemuse traditionnelle, mêle à l'image de cette famille les influences anglo-saxonnes et les aspirations maltaises. Pourtant, le destin de cet instrument est fragile. Sur l'île, un seul artisan possède encore ce savoir-faire ancestral. C'est dans cet atelier que tous les zaks voient le jour. Francesco détient dans ses mains l'avenir du zak. Une lourde responsabilité pour ce jeune trentenaire originaire de Malte. Être le dernier, c'est une pression. Si vous le faites, vous devez bien le faire. Il faut travailler un peu plus parce que si quelqu'un en demande un, je ne peux pas refuser, car je suis le seul à avoir cette connaissance. C'est pour moi une opportunité de faire quelque chose que j'aime, quelque chose de bon, de perpétuer cet héritage culturel. Le secret de fabrication d'un zak tient dans le choix de la canne de roseau qui donnera la vibration. Même s'il a ses coins préférés de cueillette, pour Francesco, cette étape reste incertaine, avec son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Quand je vais cueillir des cannes, parfois je dois en jeter la moitié car elles ne fonctionnent pas bien. Chacune d'entre elles est unique. Vous ne savez pas si elle va vous casser dans les mains ou si elle va donner un bon instrument. Vous pouvez juste espérer. L'autre passion de Francesco, c'est le vélo tout-terrain. Il aime plus que tout dévaler les pentes et absorber les côtes, au milieu d'une nature à couper le souffle. Mais là encore, la passion du zak n'est jamais très loin. Quand je fabrique cet instrument, c'est comme un instinct primaire, comme si je roulais à vélo sur une montagne. C'est très dur, mais quand vous arrivez au sommet, tout est parfait. Les falaises de Malte sont parmi les paysages naturels les plus impressionnants de l'île. Elles offrent des vues spectaculaires et jouent un rôle crucial dans l'écosystème local. Elles représentent plus de 60% de la côte et constituent un élément clé du patrimoine naturel. À l'ouest de l'île, les falaises de Dingley sont les plus célèbres de l'archipel. Elles culminent à 253 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le point le plus élevé de Malte.
Ces chemins escarpés le long de la côte sont populaires pour la randonnée. Un peu plus au nord des falaises de Dingley se trouve celle de Midgera il Ferra, un lieu d'escalade réputé. C'est le terrain de jeu préféré d'Andrew. Cet enfant du pays a su conserver et partager sa candeur d'antan. Enfant, tous les week-ends, nous allions à la campagne. J'essayais toujours d'aller le plus loin possible, loin de la surveillance de mes parents. Je me souviens que c'est là, pour la première fois, que j'ai vu ces falaises, ces murs de roche. Je me disais qu'il devait y avoir un moyen de grimper jusque là-haut. J'explorerais chaque recoin en essayant de trouver un chemin qui nous mènerait au sommet. C'est vraiment ici, sur ces falaises, qu'est née ma passion pour l'escalade. Andrew propose des expériences, mêlant sport et aventure dans ce cadre naturel et enchanteur. L'activité qui plaît le plus, la tyrolienne. Elle traverse la crique et permet de voler au-dessus des falaises et de l'eau bleu azur, offrant des perspectives impressionnantes tout au long du trajet. Cette côte sauvage recèle d'autres merveilles, comme la grotte bleue. Ce joyau naturel offre un spectacle fascinant de couleurs et de lumière. Selon la légende, c'était autrefois le repère des sirènes, qui par leur chant enchanteur attiraient les marins vers le fond. Les eaux claires, les poissons colorés et les coraux en font un excellent site pour l'exploration sous-marine. Toute la côte ouest est connue pour ses sites de plongée. De nombreuses petites criques forment le point de départ de balades aquatiques jusqu'aux abysses, où se cachent d'incroyables vestiges à découvrir. Lee, un Anglais installé à Malte, propose des cours de plongée et des excursions dans les profondeurs de l'île. Déclipsez votre torche pour mieux bouger la torche, laisse du mou, et ensuite, quand je vois bien où je suis et que tout est bon, je peux réduire en bloquant dans ma ceinture. Ensuite, je peux regarder l'environnement comme ça ou comme ça, la ramener, réduire la ligne. Et quand tout est bien éclairé, je peux voir plein de poissons. Ok? Ok, je pense qu'on est bon là. Malte est vraiment mon lieu préféré pour plonger dans le monde. C'est pour cela que je vais ici. Nous avons tellement d'épaves d'avions, de sous-marins, de bateaux ici, c'est magnifique. C'est excitant car on ne sait jamais ce que l'on va voir. Parfois on voit des petits thons, parfois des cérioles, parfois des barracudas. On n'est jamais certain de ce que l'on va trouver. Divchek, le centre de plongée de Lee, est l'un des rares à proposer des visites d'épaves. Comme l'Umel Faroud, un tanker de 110 mètres de long qui repose à environ 36 mètres de profondeur. Coulé volontairement pour devenir un récif artificiel, c'est aujourd'hui le site de plongée le plus populaire de Malte. Quittons maintenant la côte pour rejoindre les terres, à la découverte de Mdina. Fondée par les Byzantins au 7e siècle, la ville servit de capitale jusqu'à l'arrivée des chevaliers de Saint-Jean. L'édifice incontournable
c'est la cathédrale Saint-Paul. Elle est construite à l'emplacement sur lequel, selon la légende, le gouverneur romain Publius aurait rencontré Saint Paul après que celui-ci ait fait naufrage à Malte en 60 après Jésus-Christ. Sa façade est ornée de 2 horloges. Chacune indique une heure différente afin de tromper le diable qui ne connaîtrait jamais l'heure exacte pour s'emparer d'une âme. Mdina est célèbre pour ses rues étroites et ses palais. Ce décor enchanteur offre un dépaysement total aux visiteurs. Elle est surnommée la Cité du Silence en raison de son atmosphère tranquille et de l'absence de circulation automobile. Pour se déplacer, il faut emprunter un carrosse, comme celui-ci. Jimmy, le cocher, ne changerait de métier pour rien au monde. C'est un vrai plaisir de se balader dans Mdina. J'emmène les touristes à la découverte de la vieille ville, voir les palais, les remparts, le musée et la cathédrale. J'aime aussi les chevaux. Ils me donnent beaucoup de plaisir. Travailler avec eux est un vrai bonheur. J'élève aussi des moutons, des chèvres et des vaches. À l'extérieur des remparts, quand la voiture reprend ses droits, c'est là encore un voyage dans le temps. Chaque année, au début de l'automne, la Malta Classic invite tous les amateurs de voitures de collection. Certains modèles comme celui-ci valent plus d'une centaine de milliers d'euros. Justine est l'un de ces passionnés. Au volant de sa Jaguar des années 70, il revit sa jeunesse sur les routes sinueuses de Mdina. Cet enfant du pays, qui a réussi dans les affaires, collectionne les joyaux. Sa dernière folie, un palais au cœur de la vieille ville, qu'il a transformé en un luxueux hôtel. Ceci est l'ancienne cour de justice de l'antique capitale Mdina. Regardez cette vue sur la piazza et sur cette terrasse. Elle s'appelle la Loggia du Héros. C'est l'endroit où les proclamations étaient lues. Les gens se réunissaient ici, en place publique, pour se tenir informés des dernières informations. C'est toute l'histoire de l'île. C'est ce qui fait le charme de la terrasse de cette suite. J'ai grandi là et quand j'étais enfant ici, on jouait à cache-cache dans les rues avec ma sœur. Et aujourd'hui, on est là, on dirige l'établissement ensemble. À l'intérieur, chaque mètre carré plonge le visiteur au XVIIe siècle, lorsque le Xara Palace était la propriété de la noble famille Moscati. Ces 17 chambres et suites offre une atmosphère mêlant style baroque et mobilier contemporain. Dans les hauteurs du palais, un restaurant gastronomique offre une très belle vue panoramique. Cette table étoilée propose une cuisine entre tradition et modernité, entre terre et mer. Clint est aux commandes des fourneaux depuis plus de 20 ans. La cuisine maltaise a les mêmes influences que le langage maltais. Elles sont italiennes, espagnoles et marocaines. Beaucoup d'épices, de pâtes et beaucoup de poissons. Ça, c'est un tartare de thon local avec des pickles de betterave sur son sablé de parmesan. Dans la coupe en argent, vous avez de la sèche marinée au rhum et aux miettes de pain maltais. Le pan grattato, c'est comme de la chapelure avec un zeste de citron et du persil. Nous avons ce fromage de chèvre qui s'appelle le jbeina en maltais. Je le travaille en soufflé avec des champignons et un verre jus de première presse. Ce fromage est non seulement un délice culinaire, mais aussi un élément du patrimoine gastronomique maltais. Il est produit en toute petite quantité et de manière artisanale dans les fermes locales, à partir du lait des quelques 15 000 chèvres et brebis présentes sur l'île. Je fabrique ce fromage depuis de nombreuses années. Et de tout temps, c'était la principale source de fromage qu'ils avaient. Ils n'avaient pas d'autre fromage.
Myriam fait partie des rares personnes sur l'île encore capables de produire le jbaïna. La recette vient de Sicile parce qu'ici, beaucoup de choses sont originaires de là-bas, car c'est l'île la plus proche de Malte. Si Myriam utilise une présure chimique et des appareils dernier cri, la recette, elle, reste la même depuis la nuit des temps. Du lait caillé, un peu de sel et de patience pour que le jbaïna soit prêt à être dégusté en fromage frais. En garniture de raviolis, dans une salade ou simplement à tartiner, il offre un goût crémeux et légèrement acidulé. L'affinage, lui, peut prendre jusqu'à 2 ans et être accompagné de poivre et de piment. À la nuit tombée, lorsque les visiteurs ont quitté l'hypercentre, une musique sort la cité de sa torpeur. Dans le bar de la place de l'église, on joue du hana, un chant folklorique maltais enraciné dans la vie rurale. Le hana se pratique en groupe de chanteurs. Ils s'affrontent lors de joutes verbales humoristiques ou improvisent tour à tour des histoires populaires sur fond de guitare. C'est bien plus qu'un simple divertissement. C'est une tradition inscrite à l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Partons plus au nord, dans la deuxième plus grande île de l'archipel, l'île de Gozo. Plus rurale et moins peuplée que Malte, Gozo est réputée pour son ambiance paisible, ses paysages pittoresques et son riche patrimoine. Les criques aux eaux turquoises et ses collines en terrasse attirent les amateurs de nature et d'authenticité. En été, la température de l'eau ne dépasse pas les 28 degrés. Un bain rafraîchissant lors des fortes chaleurs. Ramla Bay, la plus célèbre plage de l'île, se distingue par son sable doré aux reflets rougeâtres. Selon la légende, c'est ici que se cacherait la grotte de Calypso, où Ulysse aurait été retenu par la nymphe dans l'Odyssée d'Homère. Les salines de Gozo existent depuis plus de 300 ans. Les bassins creusés dans les rochers sont peu profonds. L'eau de mer y est acheminée pour s'évaporer sous le soleil, laissant derrière elle ces fameux cristaux de sel. Ce sel est particulièrement réputé pour sa pureté. Vendu localement, c'est un souvenir populaire apprécié des visiteurs. Certaines familles continuent à récolter le sel à la manière traditionnelle. Chaque matin, Joséphine vient récolter l'or blanc qu'elle vendra ensuite le reste de la journée. Ces marais salants font vivre ma famille depuis très longtemps. Je perpétue cette tradition avec mon mari. Nous sommes la 5e génération de paludiers à travailler ici. Gozo est souvent surnommé le grenier de Malte, en raison de son rôle historique dans la production agricole pour l'ensemble de l'archipel. Les sols de Gozo, plus riches que ceux de sa voisine, permettent une production abondante de tomates ou d'olives. L'archipel offre un environnement idéal pour la culture de la grenade. Son climat chaud, avec beaucoup de soleil, et son sol calcaire apportent les conditions essentielles au développement des grenadiers. À Gozo, on trouve aussi parfois des régimes de bananes. Les hivers devenant plus doux, ce fruit au climat d'origine subtropicale
a su s'adapter et proliférer dans les jardins des particuliers. Direction Rabat, la principale ville de l'île, pour visiter la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Elle fut bâtie sur les ruines d'un temple romain dédié à Junon, reine des dieux et protectrice de la fertilité. À l'intérieur, un impressionnant trompe-l'œil donne à ce plafond plat la grandeur d'un dôme romain. Par souci du détail, l'artiste Antonio Manuel da Messina alla même jusqu'à peindre ce gecko qui semble doré au soleil, collé sur une vitre. Cette statue de la Vierge Marie, posée sur son socle d'argent, pesant plus de 400 kg, est promenée à dos d'homme dans la ville chaque 15 août, lors de la fête dédicace de la cathédrale. Ici, Sainte Ursula, déclarée la sainte patronne de Gozo en 1614 pour protéger l'île des catastrophes naturelles. Sur l'autel, les nappes attirent l'œil du visiteur. Elles sont faites en bitzila, la dentelle traditionnelle de Gozo. Elle est inspirée par les techniques génoises et vénitiennes, faites de rosaces et de points d'esprit. Ces motifs sont réalisés à l'aide de gazelles, des petites bobines allongées sur lesquelles est enroulé du fil de soie ou de lin. Les patrons sont placés sur un petit coussin appelé trashbu, fabriqué à partir de paille et de papier. À Gozo, l'art de manier le fuseau est une affaire de femme depuis plus de 400 ans. Marianne est professeure de bitzila. On vient de toute l'Europe pour écouter ses précieux conseils. La longueur du fil ne doit être ni trop courte ni trop longue. Tourner et croiser. Dans le passé, ce savoir-faire se transmettait de mère en fille. Mais moi, je n'ai pas appris de ma mère. J'ai toujours voulu savoir faire de la dentelle. J'ai appris toute seule, j'ai juste étudié une étape après l'autre et j'ai trouvé ça assez facile. De fil en aiguille, Marianne passe d'apprenti à maître de l'art et transmet sa passion des gazelles à d'autres petites mains avides de connaissances. C'est très agréable d'apprendre et de travailler la dentelle maltaise, c'est très calme, ça détend. Surtout lorsque vous entendez les bruits des bobines. C'est comme de la musique dans les oreilles. Les motifs sont très intrigants, mais pour moi, ce n'est pas seulement des patrons ou un morceau de dentelle, c'est notre héritage. Si nous perdons notre héritage, nous perdons tout. Vous allez voir, si vous faites comme je vous dis, ce sera très simple. J'ai des élèves qui viennent de l'étranger, d'Italie, j'ai eu des Anglais aussi. Mais j'aimerais surtout transmettre mon savoir à la jeune génération et de transmettre à ma fille. Nous travaillons ensemble sur sa robe de mariée en dentelle. Cette précieuse dentelle se retrouve bien souvent dans la garde-robe des salles de spectacle de Gozo. Au théâtre Aurora de Rabat, quelques minutes avant la répétition générale, tout le monde s'affaire en coulisses. Pour maintenir une vie culturelle d'envergure sur cette île d'à peine 30 000 habitants, les Gozitains s'investissent personnellement dans la production des spectacles. Deborah participe bénévolement à la présentation de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly. Cela me rend très heureuse, très fière de moi. Je fais cela parce que j'aime les arts. Je suis honorée de faire partie de quelque chose de grand, de très prestigieux. C'est quelque chose que j'aime, qui me relaxe. Mais ensuite, lors de la dernière semaine avant la représentation, cela devient très stressant. Comme tous les artistes locaux qui se produisent aujourd'hui aux côtés de professionnels de l'art lyrique italien, Deborah fait partie de la chorale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Nous avons beaucoup de chanteurs très importants et vous êtes là, juste derrière eux.
La chorale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption créa en 1863 la Société Philharmonique Léon. Sur la façade, les statues des deux fondateurs, Dir Janoulanzon et Georges Tabonne, rappellent aux passants l'importance du spectacle vivant à Gozo. Le bâtiment, lui, date de 1976. Il a une capacité de 1600 places. Ici, on ne badine pas avec le spectacle vivant. Gozo possède la plus forte densité d'opéra au monde. Chaque paroisse a sa chorale, sa société philharmonique et sa scène. À quelques pas du théâtre Aurora, le théâtre Astra compte 1600 sièges. Il appartient à la société philharmonique Stella, qui, elle, dépend de la basilique Saint-Georges. La rivalité entre les deux paroisses, entre les deux théâtres, est comparable à celle des clubs de football. La plupart des habitants de Gozo appartiennent à l'une des deux communautés. Une collaboration ouverte avec l'autre théâtre est considérée comme une trahison. Gozo n'est pas seulement connu pour la qualité de ses opéras ou la beauté de ses plages. C'est aussi un lieu réputé internationalement pour son patrimoine historique. Les temples de Gigantia, situés au centre de l'île, sont les structures mégalithiques les plus anciennes et parmi les mieux préservées au monde. Ils datent de 3500 ans avant Jésus-Christ et sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le nom Gigantia est dérivé du mot maltais Jiguan, qui signifie géant. Selon la légende, les temples auraient été construits par une géante nommée Sunsuna. Dotée d'une force surhumaine, elle aurait porté les énormes blocs de pierre sur sa tête, tout en tenant son bébé dans les bras, bâtissant l'ensemble de son œuvre en une seule nuit. Les temples sont composés de deux structures mégalithiques. Chacune est constituée de plusieurs pièces disposées en forme de trèfle. On ne connaît pas exactement le culte pratiqué à cette période, mais de la cendre et des restes d'ossements d'animaux découverts sur le site suggèrent des rituels d'offrande. Dans certaines pièces, on peut encore voir les niches qui servaient probablement d'autel. Les murs sont constitués de grands blocs de calcaire corallien pesant plus de 50 tonnes. L'ingéniosité de ces constructeurs préhistoriques intrigue le visiteur. Les techniques pour déplacer et manipuler de tels volumes demeurent encore aujourd'hui incertaines. En 1901, un tremblement de terre ravage ces structures monumentales dont la robustesse avait jusque-là traversé les âges. Mais les peintures de l'artiste Charles Frédéric de Brockdorff, datant de la fin du XIXe siècle, illustrent parfaitement l'état du site lorsqu'il a été découvert une centaine d'années auparavant. Au large de l'île, les vents dominants comme le Mistral et le Sirocco façonnent le paysage depuis la nuit des temps et renforcent les courants marins de surface autour de Gozo. Si l'archipel est réputé pour sa marine de plaisance, les navigateurs restent vigilants aux variations de courant lors du passage entre Gozo et les îles voisines. C'est dans ces conditions particulières que l'équipe du Gozo Dream aime s'entraîner. Ce voilier flambant neuf de 12 mètres de long est financé en partie par les autorités locales. Fierté de nombreux Maltais, le Gozo Dream fait rêver petit et grand. Son équipage s'entraîne pour la course la plus importante de l'archipel, la Rolex Middle Sea Race. Une course de voiliers professionnels faisant une boucle de plus de 1000 km entre Malte, la Sicile et Lampedusa. Nils, prends la drisse et entoure-la autour. Joins-les, rapide. C'est très bien, très bien. La Gozo Dream Team est composée de volontaires bénévoles qui n'ont qu'une seule idée en tête, faire briller les couleurs de l'archipel aux côtés des plus grandes écuries du moment. Noël, le skipper, tient la barre de ce rêve éveillé depuis le début de l'aventure. Le projet de participer à cette course a germé dans nos têtes il y a 25 ans. Attention, on va virer de bord, merci. Et avec les 53 000 supporters que compte l'archipel, Noël et les matelots n'ont pas le droit à l'erreur. L'objectif pour la prochaine course,
ne pas revenir les derniers et profiter de chaque seconde. Il y a de l'adrénaline, il y a parfois de la tension, parfois des choses imprévisibles se produisent et nous allons très vite. On sent le vent, les embruns, le soleil, la pluie, tout ce qui te vient dessus, tu le sens. Noël et son équipe naviguent vers le sud, en direction de l'île de Comino. Située entre Malte et Gozo, avec une superficie de seulement 3,5 km², c'est la plus petite des 3 îles principales de l'archipel. L'île possède peu d'infrastructures et pas de construction moderne. Il n'y a aucun hôtel ou camping permettant de passer la nuit sur place. Comino est surtout connu pour le Blue Lagoon, une baie aux eaux turquoises cristallines, idéale pour la baignade. Seules de petites embarcations déposent et reprennent les touristes. Aucun gros ferry n'accoste sur les côtes vierges de l'île. À Comino, il n'y a pas de quad ou de voiture. L'île est un véritable havre de paix. Comino doit son nom à la culture du cumin, qui était pratiquée ici dans le passé. Recouverte de maquis méditerranéens, elle est classée réserve naturelle et sanctuaire d'oiseaux. Cet important carrefour des migrations fait le bonheur des ornithologues. Rayon passe ici la majorité de son temps libre. Chaque jour, dans ses filets, une multitude d'espèces vient compléter l'inventaire fastidieux de l'association environnementale BirdsLife International. Fondée en 1922, elle est dédiée à la conservation des oiseaux, de leur habitat et de la biodiversité. Elle jouit d'une grande renommée mondiale, car c'est la plus ancienne organisation internationale consacrée à la protection des oiseaux. Les filets, placés uniquement lors des prélèvements d'espèces, sont inoffensifs à condition d'avoir la technique et la patience dont dispose Rayon. Je rapporte plusieurs oiseaux, principalement des rouges-gorges, mais il y a aussi quelques fauvettes, des sardes et une à tête noire. C'est mon passe-temps, un passe-temps scientifique en quelque sorte. Cela fait partie d'une étude européenne. Nous partageons nos données et quand un oiseau bagué est capturé ailleurs dans le monde, en Europe ou en Afrique, nous pouvons voir d'où il vient et où il va. Vous devez vous entraîner au moins 2 ans avant de devenir un bagueur agréé. Lorsque vous manipulez un animal vivant, c'est différent de quand vous le voyez à l'état sauvage. Vous le voyez de si près, c'est comme un musée vivant dans vos mains. Après avoir bagué l'oiseau d'un numéro d'identification, toute une série d'informations est collectée sur l'animal. L'objectif est de connaître au mieux les espèces afin de pouvoir les protéger en cas de déclin. Mesuré et pesé, l'oiseau peut reprendre sa route et être identifié à l'autre bout du monde par un autre ornithologue. J'aime la nature depuis que je suis enfant, surtout les oiseaux. Les oiseaux sont des animaux fantastiques. J'aime leurs couleurs, leur vol, leur chant. Cet amour des oiseaux, Rayon l'a transmis à son fils. Depuis tout jeune, avec son père, Nicolas manipule les passereaux de tous les horizons. Nous partageons des expériences ensemble. Et parfois, lorsque nous attrapons une espèce rare, c'est un peu comme si on marchait sur la Lune. À la manière d'une rencontre éclair avec son destin, d'un battement d'ailes passé ensemble, ces deux complices s'attachent à profiter du temps qui passe, au fil des plumages et des saisons. Parfois, nous partons en vacances ensemble. Vacances oiseaux, nous appelons ça. Nous allons simplement regarder la nature, photographier la nature. C'est ça, nos vacances.
Que ce soit pour vivre l'aventure du Grand Frisson, pour succomber au charme de villes historiques et romantiques, ou profiter d'une nature exceptionnelle, Malte offre une panoplie de souvenirs inoubliables, de rencontres authentiques et d'images indélébiles.